Bonsoir chers téléspectateurs, fidèles amis d'Expression, de Label. Merci une fois de plus d'être avec nous, et notamment avec mes compagnons de l'aventure qui a commencé depuis longtemps. Innocent Courant, Innocent, bonsoir. Bonsoir. Souley Agara, Souley, bonsoir. Bonsoir Paul. Alors Innocent et Souley, aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre d'un écrivain congolais, Emmanuel Dongala, intitulée Jazz et vin de palme. Et ensuite, nous parlerons de la visite que nous avons effectuée au Musée national du Gabon. Et enfin, nous terminerons par le portrait d'une femme d'exception, Fatoumata Kébé, une franco-malienne. Là, on écoutera Innocente pour voir ce qu'elle va nous présenter concernant cette femme. Voilà, après ce sommaire, nous allons tout de suite commencer par l'œuvre. Nous allons d'abord parler de l'écrivain Emmanuel Dongala, que je vais présenter. Outre de certaines personnes, mais je la mets à égalité avec toutes les autres religions du monde. Dans la mesure où c'est la religion de nos ancêtres. Ouais. C'est pas parce qu'on a eu d'autres religions importées qu'on doit mépriser ce que nous sommes et ce que nous étions avant qu'on ait ces religions qui nous sont venues d'ailleurs, quoi qu'on dise. Néanmoins... En filigrane, c'est un peu ce que veut dire l'auteur. C'est-à-dire que on est allé trop loin dans le mépris, dans le désir de changement. Le mépris de nos ancêtres. Ouais. Et c'est l'idéologue du parti qui voulait bannir des esprits toute tendance à retourner aux croyances, à l'animisme. Et même à la religion. Et même à la religion, oui, toutes les religions. Voilà. Oui. Néanmoins, moi, il y a un aspect de l'attachement à ces croyances qui m'épuise. Oui. C'est la superstition. Je pense que la religion traditionnelle n'est pas superstition. Par contre, le folklore qui entoure ces religions, c'est le folklore que des personnes qui nous disent qu'elles vivent ces religions-là, le folklore avec lequel elles s'entourent, fait que ces religions deviennent oppressantes. Ouais. Dans la mesure où, même aujourd'hui, nous sommes dans une société occidentalisée, néanmoins, je le vois avec les images mobiles, que ce soit pour le cinéma ou la télévision. Quand ce sont les Occidentaux, au cinéma, on nous épuise aussi la Shoah. Mais en Afrique, c'est la sorcellerie. En fin de compte, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est à respecter et ce qui est à bannir. On ne sait plus. Je pense qu'il y a cette façon galvaudée de se mettre en rapport avec cette puissance qui est réelle, et puis il y a tellement de charlatans. Il y a tellement d'escrocs. Voilà. Et en fin de compte, maintenant, on ne sait plus qui dit vrai. On ne sait plus à quel saint se vouer. Si on peut parler de saints concernant nos ancêtres, n'est-ce pas? On ne sait plus ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et justement, voilà pourquoi moi, j'ai de la peine, vraiment, j'ai de la peine à croire en ces superstitions-là. La religion est une chose, n'est-ce pas? Mais toute cette fioriture-là qui entoure ces croyances-là, franchement, il faut tout revoir. Et justement, ceux qui regardent cette religion du dehors, c'est à partir de ce folklore-là qu'ils méprisent nos traditions, qu'ils méprisent nos croyances. On va prendre deux exemples. Oui. Likibi, le père Likibi, a-t-il effectivement fait arrêter la pluie ou pas? Est-ce que vous y croyez ou pas? Oui, moi j'y crois. C'est pas le premier, c'est pas le premier à réaliser ce genre de... C'est pas le premier témoignage d'ailleurs. Dans certains récits des fêtes, on a pu entendre que la météo qui menaçait, ou bien la pluie qui commençait à tomber. Ou bien, il y a dans certaines sociétés des gens bien organisés, on parle des faiseurs de pluie. Bon, Souley, c'est pourquoi je pose la question. Voilà. Parce qu'effectivement, on était jeunes, on a quelquefois, parce qu'on avait certaines activités, on a enterré ça et là de petits objets, et il n'a pas plu. Mais là, honnêtement, je n'ai jamais été capable de dire est-ce que c'était une coïncidence ou pas. Parce qu'en même temps, s'il y a, s'il y a des gens capables d'arrêter la pluie,
pourquoi il n'y a pas de gens capables de faire pleuvoir? Pourquoi on vit ces avancées, cette avancée du désert? Exactement. Moi, c'est ça mon problème. Exactement. C'est les faiseurs de pluie. Bon, quand tu étudies même la cosmogonie Dogon dont on parle là, on fait allusion un peu à ce genre de personnages. Dans les livres de Griol, tu lis, tu vois qu'il y en a qui ont des rapports, je ne sais pas, avec des esprits ou je ne sais pas quoi. Donc, comme elle le dit, c'est-à-dire qu'il faut encadrer. Toutes ces grandes valeurs spirituelles qu'enseignent ces religions africaines sont enveloppées de mystères, de mythification, de mystification, de folklore, du superficiel. Vous voyez? Parce que c'est des enseignements ésotériques. On ne peut pas, Griol a été initié, il peut affirmer avec force, comme un Dogon, que telle chose se passe. Deuxième exemple. Voilà. Il a été maudit quand il a forcé la main de sa belle famille, il a épousé sa femme. Le Chikati. Oui, Kali Chikati. Oui. Il a été maudit. Oui. Et la malédiction, c'était quoi? L'infertilité. Oui. Quand après, il va demander pardon, oui. Et que les rites ils crachent la cola, etc., ils font les rites. Tout de suite après, la femme tombe enceinte et puis voilà, ça continue. Oui. Donc, et cela, malgré les prédictions des médecins qui certifiaient qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, c'est à prendre ou à laisser. Cette science-là devrait être utilisée pour guérir le sida, le cancer. Parce que une certaine élégance. Et peut-être un certain réalisme. Par exemple, au début, la première nouvelle, quand on décrit Brazzaville, on a l'impression que c'est n'importe quelle ville d'Afrique centrale. L'ambiance, l'atmosphère, comme ça grouille, ça fourmille le soir, la tombée de la nuit, les bars ouverts. Voilà, il faut saluer son courage. Il n'a pas voulu faire dans l'hermétisme ou dans la cachotterie. Il revendiquait. Le lieu choisi, c'est Brazzaville. Et Brazzaville, et il situe le cadre et il nous place également dans le temps. On est vraiment dans le réalisme, là, effectivement. C'est décalé, mais ça parle justement. Ça parle, peut-être. Voilà. C'est Brazzaville qui ressemble. De Marien Gouabi. Oui, Brazzaville qui ressemble. Voilà. Brazzaville qui ressemble à toutes les capitales, la plupart des capitales de l'Afrique centrale. Oui. La configuration, même le nom donné au quartier, la façon d'attribuer les noms au quartier. Et Jazz et Vin de Palme fait partie des œuvres qui personnellement m'ont marqué. Cette œuvre m'a marqué parce que j'ai eu à baigner dans une ambiance que je ne connaissais pas jusqu'alors. Mais il y a une situation par rapport à l'esthétique qui fait que cette œuvre-là s'arrête sur le plan de la structure, n'est-ce pas, du schéma narratif. Cette œuvre, j'ai l'impression qu'elle s'arrête au XXe siècle. Dongala est un écrivain du XXIe siècle, mais son texte, ses nouvelles suivent servilement le schéma narratif. À un moment donné, ça lasse un peu. Parce que justement, aujourd'hui, on a envie d'être surpris. Parce que souvent, la fin, elle est prévisible. Et si toutefois, on était surpris parce qu'il y a une structure esthétique différente, une structure esthétique qu'on ne connaît pas, qui nous est proposée, une invention, voilà, j'aurais voulu qu'il y ait quelque chose de très nouveau, mais le texte suit le schéma narratif, tout simplement. Il reste très, très classique, même si ce sarcasme-là, n'est-ce pas, ce réalisme-là avait besoin d'une structure fixée sur l'axe du temps. Oui, et les critiques, effectivement, lui reprochent quelque peu la fin de cette série de nouvelles, une fin un peu trop forcée. La fin n'est pas vraiment réussie. Il aurait dû... Oui, il a emballé cela dans
optimiste grâce au jazz, grâce au vin. À JC, Jésus oui, grâce qui vient sauver le monde, grâce, oui, et même grâce à la littérature. Oui. Bon. Parce que quand on fait le schéma, après au final, ce que les anglo-saxons appellent le happy end, à la fin, c'est un peu frustrant. Oui. On est frustré par rapport à la qualité de l'écrivain qui au final ne nous surprend pas. Oui, parce qu'en fait, comment Kali Chikati va disparaître? Comment la délinquance administrative qu'on observe dans la deuxième nouvelle, comment le jazz, le vin vont faire disparaître ces délinquants administratifs? La pauvre qui survit grâce à la vente de ces petits produits qu'elle va acheter de l'autre côté du fleuve est complètement perdue. Moi, c'est la nouvelle, n'est-ce pas, qui m'avait choquée. Celle que j'ai retenue avec Augustine Amaya. Augustine Amaya a 6 enfants à sa charge. Quelque part, on y voit une dénonciation de l'irresponsabilité des hommes. La cruauté. La cruauté. Bon, ne dis pas si elle est veuve. 6 enfants, toute seule. Et c'est comme si l'institution la plus forte de l'Afrique, dans les traditions africaines, c'est la famille. Elle est toute seule avec ses enfants. Et voilà que des délinquants administratifs la privent du pass. Et quelque part, ça rejoint un peu la situation de nos frontières du 21e siècle. Malheureusement. Frontières mortifères. Ça n'a rien changé. Des frontières inhospitalières. Les abus, les raquettes. Des raquettes. Les arrêts, les contrôles. Il y passe plus de marchandises que d'hommes. Et là, c'est vraiment triste. Il n'est pas resté... Il y a quelques aspects qu'on retrouve aujourd'hui. Malheureusement. Oui, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Moi, quand j'ai lu les péripéties dans la vie, dans les tribulations d'Augustine Amaya. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des personnes qui vivent encore cette horreur-là. Ouais. Ce qui veut dire qu'en combien d'années ça n'a pas changé. Des femmes abandonnées avec leurs 6 enfants, personne n'arrive à leur venir au secours. Et l'administration qui était censée un peu encadrer ces personnes vulnérables. Bienvenue au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. C'est un devoir pour nous d'être au service justement, non seulement des médias, mais aussi de tout le public, parce que ce musée, c'est d'abord l'affaire des publics, ce n'est pas notre affaire personnelle. Le Musée national, au-delà de l'espace, c'est d'abord le concept Musée national des arts, rites et traditions, qui est une émanation d'abord d'un projet du défunt président Léon Mba, qui déjà dans les années 60 avait sollicité, n'est-ce pas, la création de ce musée national. Ensuite, après sa création officielle le 24 novembre 1967, nous avons eu là en 2009 la chance d'avoir cette fois-ci du nouveau président de la République, Ali Bongo Ondimba, ce cadeau que lui-même a pu visiter récemment, qui est, n'est-ce pas, refait et configuré pour être plus moderne, est capable d'accueillir, n'est-ce pas, des œuvres de l'étranger, des œuvres gabonaises qui sont à l'étranger, parce que les questions de sécurité, les questions de confort, les questions aussi de normes internationales ont été respectées à un certain niveau grâce à la contribution, n'est-ce pas, de certains experts qui sont venus de France et notamment du Quai Branly. Nous sommes dans la perspective de répondre aux normes. Et répondre aux normes ne répond pas nécessairement à rechercher à être meilleur que d'autres, mais recherche à faire en sorte que le Musée national des rites et traditions du Gabon, n'est-ce pas, soit capable, avec les conditions que nous avons essayé de mettre en place, d'accueillir les œuvres du monde entier. Et le gouvernement gabonais, je parle là par rapport à ce que nous avons eu comme information, n'a pas encore sollicité la restitution. Nous essayons de créer les conditions justement de solliciter, non pas la restitution, mais la circulation des œuvres gabonaises qui sont nombreuses et qui sont à l'étranger, pour permettre à ces musées qui les ont d'avoir la confiance et d'être rassurés par rapport au cadre qui va recevoir ces œuvres. C'est une exposition qui est organisée par la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la culture, pour la paix, la culture et l'environnement. C'est une exposition qui a été organisée en mémoire de son 10e anniversaire et qui a permis aussi d'ouvrir le nouveau musée dans sa nouvelle perspective, qui n'est plus de le garder dans une espèce de musée d'art premier uniquement,
mais d'un musée qui peut accueillir aussi l'art contemporain. Et la photo, là, n'est-ce pas, est venue magnifier l'évolution politique de cet homme qui est rentré dans l'histoire du Gabon, parce que qui a été président de la République de 1967 jusqu'en 2009. Si on part du vernissage qui a pu regrouper toutes les institutions, nous avons eu dernièrement la visite du chef de l'État lui-même et de son épouse, qui a accompagné des enfants déficients mentaux, et non pas déficients mentaux, des enfants qui avaient des problèmes au niveau de l'audition, donc les sourds-muets de l'ENEDA, plus des enfants normaux d'une école de l'N7B. Et nous avons aussi reçu ici des ambassadeurs, des hommes d'affaires, et surtout, les statistiques nous ont démontré la forte attraction de cette exposition, puisque nous sommes aujourd'hui au-delà des 3000 visiteurs en moins de 2 mois. Nous avons ici des Occidentaux, mais beaucoup de Gabonais, parce qu'il faut reconnaître que le musée, c'est d'abord une recherche de la conservation de l'identité, de la conservation, n'est-ce pas, de nos origines, de notre patrimoine. Et nous sommes contents que c'est ce public, n'est-ce pas, que nous recherchons, la jeunesse, qui est le plus nombreux à visiter ce musée, notamment avec même les colonies de vacances qui sont venues nombreuses après, n'est-ce pas, le passage du chef de l'État ici. Un partenariat avec tous les établissements de Libreville, aussi bien du primaire, du pré-primaire, du supérieur et du secondaire, pour faire en sorte que, n'est-ce pas, ces enfants puissent venir, n'est-ce pas, s'approprier leur patrimoine. Parce qu'ici, c'est d'abord la transmission du patrimoine pour que le Gabonais sache qui il est, d'où il vient et comment il a vécu avant d'être celui qu'il est aujourd'hui. Nous avons entendu ensemble les propos du directeur du musée. Et voilà, il a parlé, Souley, tu avais des inquiétudes dans des émissions précédentes sur la faculté de garder les produits africains dans nos musées. Il semble aujourd'hui que ce musée, par exemple, du Gabon, a réuni les conditions pour conserver nos objets de valeur. Il parle d'espérer réunir les conditions. Il n'affirme pas que les conditions sont déjà réunies. Il pense que les conditions pour le transfert des objets d'art gabonais qui sont à l'étranger pourront être réunies. Et après quoi, ils pourront procéder à la demande de restitution. Mais je pense, Innocent, qu'il va au-delà de la restitution. Il parle même de circulation. Peut-être que le problème n'est peut-être pas de conserver, mais d'avoir la confiance de tous les musées du monde qui permettent justement de faire circuler. Parce que cette circulation n'est pas meilleure que la conservation définitive. Qu'est-ce qu'il entend par circulation? Parce que en général, ce sont les personnes qui vont dans les musées, qui vont, par exemple, quand on veut avoir le tableau le plus célèbre, la Joconde, on va au Louvre. Maintenant, ce serait intéressant que ces œuvres-là viennent à nous, c'est-à-dire que des œuvres gabonaises qui sont en Europe circulent à travers le monde et passent et aillent dans des musées pour que des personnes qui ne voyagent pas puissent en profiter. Des œuvres sud-africaines, des œuvres ivoiriennes, des œuvres, voilà. Oui, si des échanges sont possibles entre les musées nationaux, c'est une bonne idée, ça c'est un bon projet en termes d'échange, en termes de dialogue de culture, je vais dire. Ça, il faut saluer cette initiative. Je crois également que quand on l'a écouté, les musées avaient pour habitude de conserver les arts premiers, et notamment en Afrique. Mais lui, il y a une nouveauté dans ce musée-là. Ce n'est pas simplement l'art premier qui est là, mais l'art contemporain. Je pense que c'est une nouveauté. C'est comme ça que doivent être les musées maintenant dans le monde, non? Oui, normalement, oui. Et puis, dans ce musée-là, il y a bien sûr cet espace dédié aux œuvres d'art, mais il y a aussi ce magnifique jardin. J'ai été subjuguée, j'adore les plantes, j'adore cette nature. Il y a une reconstitution de cette nature sauvage avec le pont et puis c'est ce type de jardin que je pourrais dire, c'est la reconstitution naturelle de la faune et la flore qu'on connaît au Gabon, mais c'est un style de jardin à l'anglaise où on remet dans une... comment on appelle ça? On reconstitue plutôt, on reconstitue la nature en l'imitant. Et on n'essaie pas de la canaliser, on n'essaie pas de la sculpter.
mais on imite la nature. Oui. Et là, ce musée, ce jardin imite la nature, imite ce qu'on rencontre si on se, quand on se promène dans la forêt. C'est un peu comme une compensation. Il y a quelque chose avec les musées, c'est que le musée, c'est ce qui est mort. Mais à la fois, il y a une vocation à faire revivre ce qui est passé. Et dans le cas précis d'un jardin botanique qui jouxte le musée, eh ben, c'est comme si la vie continuait. Absolument. On ne traite pas que des objets morts dans ce cas, mais même le vivant est sujet d'inspiration. Tout à fait. Il y a la nature morte et il y a la nature vivante. Il y a le paysage mort et il y a le paysage vivant. Et il y a également un intérêt qu'il porte pour les enfants. Cette entente, cette convention, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, avec les établissements, Oui, les les jeunes partenariats avec les primaires, établissements, le oui. pré-primaire, etc. Je pense qu'il y a un impact à faire venir les enfants dans un musée. Oui, Beaucoup d'impact. où il faut initier tous les enfants à l'art, savoir apprécier un tableau. C'est une grande forme d'éducation. Dans la mesure où l'art, c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres animaux. Oui, l'art s'adresse presque à l'âme. Il y a des sociétés, quand vous les observez, dans leur platitude, dans leur négativité, vous avez l'impression que cette société-là n'a pas d'âme. Et l'art permet de s'élever. Comme disait le professeur Cassé la dernière fois, la poésie, l'art s'adresse à l'âme. Et ça, c'est presque un devoir. C'est même pas, c'est pas un luxe, c'est un devoir. Tous les enfants doivent être initiés, doivent avoir une certaine sensibilité aux produits artistiques. À partir du moment où tu sais apprécier les produits artistiques, oui, et du beau, les beaux-arts, pas l'art dans sa forme trop facile. En plus du côté esthétique, je pense qu'il y a le côté peut-être conscience, prendre conscience de, comme il le dit, qui l'on est, d'où l'on vient. Je pense que ces valeurs-là sont à inculquer aux enfants. Oui, grâce à l'art, la conscience historique se met en place. La conscience historique se met en place. On peut, grâce à l'art, grâce à la restitution qu'on retrouve dans les musées, on peut connaître les grandes figures de certaines sociétés. Les grandes figures. Et connaître ces personnages et peut-être essayer de les imiter quand on connaît leur histoire. Exactement. Et ce qui est intéressant pour le moment dans ce musée-là, et ça je m'adresse aux téléspectateurs, allez-y vite parce que pour le moment c'est gratuit. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le monde. C'est gratuit. Allez-y vite, courez le plus vite possible pour aller visiter ce musée-là qui est un joyau. Oui, architectural. c'est que les écoles, les éducateurs, les encadreurs doivent répondre à ce devoir-là. Pour être consommateur d'art, il y a besoin de formation, besoin d'initiation, besoin de sensibilisation. Il y a des gens à qui les beaux-arts ne disent rien. Vous voyez même au niveau musical, la musique classique, c'est de la musique très élaborée. Mais il y a des gens, notamment certains frères autour de moi qui ne... Mais parce que tout simplement, ils n'ont pas été initiés à cette civilisation. Voilà, c'est pourquoi je parle de la nécessité de... Parce que là, on est dans le domaine de l'universel. Ce n'est pas tellement purement occidental simplement. Je pense que c'est des sons très, très bien construits. Des sons qui des parlent, vibrations qui touchent. Exactement. On a adoré certains sons. Voilà. On ne comprenait rien à l'anglais, rien à l'espagnol, rien au rock, mais on a dansé, on a aimé parce que c'était... Voilà, ça emportait l'art est universel. Exactement. C'est universel, exactement. D'ailleurs, on va terminer la visite de ce musée-là par, comme l'a déjà décrit Innocente, par le jardin botanique. Le
Gabon inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est au carbone 14. Comme ça? Oui, comme ça, on l'a découvert comme ça. Mais ça, c'est la vraie pierre. Non. En fait, c'est quoi l'histoire? Le directeur va vous expliquer. La transmission des connaissances, donc on voit un père qui donne des conseils à son fils, qui transmet des connaissances à son fils, mais sous le contrôle du grand-père qui vérifie si c'est que celui-là donne à son fils est conforme à ce que lui il avait donné à son fils. Et cela se passe autour du feu avec les deux animaux domestiques que nous avons. On a le chien. Cette œuvre a été réalisée par un sculpteur gabonais, un jeune gabonais qui a réalisé tout ça. Retour une fois de plus sur le plateau, chers téléspectateurs, avec mes compagnons habituels, Innocent et Soulé. Et comme annoncé au début de l'émission, nous allons parler aujourd'hui d'une femme d'exception, Fatoumata Kébé, une franco-malienne. Vous allez découvrir que c'est un génie, c'est une femme exceptionnelle. Mais j'en dirai pas plus. On écoute Innocente. Fatoumata Kébé a été formée pendant 1 an au département d'ingénierie spéciale à l'université de Tokyo. Elle veut faire partie du prochain voyage sur la Lune et peut-être participer au départ sur Mars. Elle est passionnée d'astronomie et étudie les débris spatiaux, vestiges de l'activité humaine qui risquent de causer des dommages à la Terre et à l'exploration de l'espace. Elle travaille aussi sur la problématique de l'eau dans le secteur agricole. Afin de susciter des vocations, elle a fondé une association éphéméride il y a 3 ans qui organise des ateliers d'astronomie principalement dans les quartiers sensibles. Et Fatoumata Kébé, c'est cette femme passionnée d'astronomie et qui a eu même à publier des œuvres. Un roman, le roman est intitulé La Lune est un roman, justement. Et dans ce roman-là, je pense que c'est pour
vulgariser, démocratiser son savoir pour que tout le monde puisse en profiter. Elle parle de la Lune comme nous la connaissons, les références par rapport à la Lune. Qu'est-ce que la Lune? La Lune, c'est cet astre, cette planète qui nous fascine, qui fait grossir les océans, les marées hautes, les marées basses, qui les fait rétrécir aussi. C'est cette planète, quand on la regarde, on a l'impression de voir des images. Cette image célèbre de cette femme qui allaite, cette femme allaitante sur la Lune. Et aussi, il y a cette face cachée, qui est le sujet à beaucoup de fantasmes. Et il paraîtrait qu'il y a déjà eu des engins qui ont déjà alluni, c'est ça, sur cette face des engins sur cette face cachée. En tout cas, cette face cachée est celle qui nous intrigue le plus. Et justement, elle en parle dans ses œuvres en général, dans ses actions en général, pour nous faire partager sa passion. Et si toutefois cette femme est aujourd'hui le sujet de notre troisième partie de l'émission, ce portrait, c'est parce que je la vois comme une digne et légitime descendante de ce peuple avec lequel elle a la même nationalité, les Dogons. Les Dogons qui ont eu enseigné à l'humanité les connaissances ésotériques, mais aussi des connaissances scientifiques, que les instruments occidentaux ont eu à découvrir seulement récemment. Et eux, depuis des siècles, ils vouent un culte par rapport à leurs croyances ancestrales, à ces astres que les lunettes astronomiques perfectionnées seulement peuvent voir. Et par exemple, cette révolution de Sirius, cette apparition de Sirius qui est fêtée chez les Dogons tous les 60 ans. Et justement, voilà pourquoi beaucoup d'Occidentaux, que ce soit des ethnologues, des astronomes, sont venus au Mali pour avoir à apprendre de la science ancestrale des Dogons. On peut penser à Marcel Griol et à sa fille Geneviève Canam Griol, pour ne parler que de cela. Et on ne peut pas ne pas penser aussi à ceux qui travaillent à la NASA, ceux qui ont travaillé à la NASA, comme Cheikh Modibo Diarra. Et voilà, c'est maintenant Fatoumata Kébé. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? On est fiers et puis on lui souhaite bon vent. Personne ne pourra dire qu'il n'y a pas d'Africains qui travaillent à la NASA ou qui, en tout cas, fait partie de ceux qui préparent la conquête de l'espace, de la Lune. Hein? Moi, je suis fasciné par le fait qu'elle travaille d'abord sur les, comme tu l'as dit, sur les débris dans l'espace qui sont causés par des engins maintenant non utilisés, en fin de vie, et qui constituent un danger pour les explorations futures et même peut-être des chutes sur la Terre. Parce que les humains, ils ont transformé aussi, ils ont transformé aussi l'espace en poubelle. Hein. Oui, la Terre ne suffit plus. Hein. Voilà. Alors, ça c'est les détails qui m'intéressent dans tout ça. Parce qu'il faut revenir sur Terre. Hein. La Lune, c'est bien, ça permet de rêver. Et la Lune, au niveau de la vie des femmes dans les langues africaines, la Lune, c'est presque le cycle de vie. Les menstrues sont calquées sur le cycle lunaire. Et donc, moi, je ne refuse pas. Il faut aller à l'unir, mais il faut revenir sur Terre. Les problèmes sur Terre sont tellement nombreux. Bon, si pour protéger la planète Terre, il faut aller dans l'espace pour assainir, ok, on va y aller. Mais bon, il y a pas mal de chats fouettés sur Terre. Là, Oui. Mais... Peut-être que la solution est aussi dans l'espace, qui sait? Peut-être, voilà. Qui sait? Peut-être. Mais il faut revenir sur Terre. Non, mais on est déjà sur Terre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans le concert de l'humanité, très souvent, je ne dirais pas l'Afrique, très souvent est oubliée dans le concert des nations, dans les recherches, les grandes découvertes scientifiques. L'Afrique est oubliée. Je ne dis pas que Fatoumata Kébé représente l'Afrique, mais elle a des origines, elle est noire. Donc qu'elle participe justement, qu'elle fasse partie des personnalités qui travaillent
dans les dernières recherches Ah oui, scientifiques. oui, vu, Et une femme en plus, oui, ça mérite d'être souligné. Oui, vu sous cet angle, il faut, Voilà. il faut le souligner parce C'est que ça. c'est une manifestation de la vérité sociale. Exactement. C'est-à-dire que Et il se passe quelque chose, au Mali là. oui, Les oui. Dogons, la descendance des Dogons là, il est en train de se passer quelque chose. Au Mali, je ne sais pas. Cheikh Modibo Diarra, maintenant Fatoumata Kébé, Oui, oui. demain je ne sais pas moi. Non, non, ils sont nombreux. En fait, bon, il faut maintenant que les médias aillent parfois vers eux pour les dénicher. Ils sont nombreux. Et tout dernièrement, hier, je regardais, il y a des jeunes d'une école technique de Brazzaville qui ont conçu un appareil pour simuler les vols. Il y en a eu au Ghana aussi. Voilà, il y en a eu au Ghana. Ghana, ils ont même Voilà. envoyé une sorte de satellite. Voilà. Satellite. Voilà. Donc c'est pour dire que... Et puis beaucoup d'inventions, des dernières inventions. Il y a des Noirs. Sur le plan africain, Oui, ça il y a bouge. des Noirs. Il y a des Noirs qui sont présents. Les informaticiens, il y a des Noirs dans presque tous les domaines. Des grandes figures. Mais il faut les faire connaître. Voilà. Ben, c'était Les justement faire notre connaître. C'est des objectif. héros silencieux qui évoluent un peu de manière solitaire, de manière cachée. Mais ils sont là. Celle-là, il fallait en parler parce que justement, Ouais, nous sommes- elle fait bien d'en c'est en ce oui, moment. elle fait bien d'en parler. C'est, on fait bien bien d'en 50 parler. ans de... Voilà. Et puis c'est bon de rêver. d'Apollo. Aller sur la Lune, ça fait un peu rêve. C'est bien. Voilà, avec tout ce qu'il y a comme mythes et légendes, hein, les mythes, les légendes, il y en Et a les beaucoup. théories du complot aussi. Théorie du complot, que les Américains n'ont pas alluni, que l'homme n'a jamais mis les pieds, mais également les mythes et légendes. Le loup-garou, qui se Oui, transforme avec le celle-là, soir des nuits de clair de on lune. va clarifier cette question parce qu'il y en a qui démontrent, qui veulent démontrer que cette aventure américaine, c'est du montage. Souley, on ne va pas passer. Non. là-dessus. On Je va- dis, Fatmata va nous aider à la manifestation de la vérité en la matière. Exactement. Oui, parce qu'elle ne va pas s'associer à des groupes d'affabulateurs. Elle est passionnée, elle va y et puis elle va aller. Et puis tellement de symboles liés à la lune. Hein. Je parlais également, quand on parle de l'islam, la place que la lune occupe, c'est le symbole, je crois. C'est un des symboles de l'islam. Oui, la lune. bon là c'est croissant pour lunaire, être mais également- différent des chrétiens qui eux utilisent la croix. Ouais. Ça, c'est toi qui le dis. Oui, non, mais la lune également, la Enfin, lune, moi, la tu lune marque le temps. Parce que pendant Oui, le le ramadan, temps, oui, par oui, exemple, le temps. ça donne le temps de la rupture du jeûne également. C'est un Et symbole, oui. C'est un symbole très important dans l'islam C'est un et dans les symbole. autres religions. Hein, chez les Incas, tout comme le soleil d'ailleurs, chez les Incas, Ah les oui, le Mayas, soleil. les Aztèques. Là, le soleil, oui. Voilà. Le soleil Mais plus le que la soleil- lune. Non, soleil, je ne pense pas. Le soleil éclaire, on le voit, mais c'est l'obscurité, justement, l'obscurité, le noir, c'est ça qui attire plus que le soleil. Le soleil brûle, la lune éclaire la nuit. Et il y a beaucoup de légendes. Par exemple, quand il y a eu des éclipses, certains ont pensé que c'était des fins du monde, etc. Bon, justement, Fatoumata Kébé Le dieu Ra. vient Le dieu permettre- Ra, le dieu Ra dans l'Égypte l'Égypte ancienne. le dieu du soleil, c'est un grand dieu. Hein. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, on va faire la part belle à Kébé. Oui, je vous suis. À Fatoumata Kébé, Fatoumata Kébé, oui. qui est justement une pionnière dans ce domaine-là. En tout cas, noire. Ben, les autres, peut-être qu'il y en a, on ne Une sait pas. femme. Hein, une femme qui, justement, aujourd'hui, est aux avant-postes des recherches concernant la Lune. Et surtout cet aspect-là également. Quand elle travaille pour la problématique de l'eau en zone agricole, Oui, là, elle est descendue sur non, Terre. Non, elle est descendue sur Terre et Ben elle voilà. est vraiment bien descendue. Voilà, elle est là, descendue c'est sur sérieux. Terre. Voilà. C'est sérieux, il faut saluer son action. Oui, ça, Voilà. c'est une Et grande- ensuite, elle a c'est créé- une grande dame. Elle a créé une association éphéméride qui Oui. permet de donner le goût de l'astronomie Oui. dans certains quartiers Oui, défavorisés. pour la question de etc. l'eau, Voilà. c'est la vie. Oh non, ça c'est grand. Voilà, donc elle C'est va grand. travailler sûrement dans d'autres Et, domaines. et à la suite des grandes dames comme Daniel Mitterrand et certaines ONG. Oh non, ça c'est à saluer. Voilà. Ouais.
Donc, je pense que tout a été dit sur Fatoumata Kébé. Je pense que c'était l'occasion de lui rendre hommage pour cette dame qui fait ce travail-là, qui est une pionnière, comme on l'a dit, dans ce domaine. Ouais. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous. Ceux qui nous ont suivis depuis le début, vous avez vu, nous avons commencé d'abord par parler de Jazz et Vin de Palme d'Emmanuel Dongala, une belle œuvre qu'il faut lire, qu'il faut revisiter. Et ensuite, nous sommes passés à la visite du musée national de Libreville, du Gabon, à Libreville. Et nous avons terminé par Fatoumata Kébé. Bien des choses à vous. Bonne soirée, Souley. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir.